150 villages électrifiés face à des décennies d'obscurité composent d'un paradoxe brutal que peu auraient osé imaginer pour un pays longtemps décrit comme immobile. Dans un territoire autrefois considéré comme un point oublié dans le Sahel, l'écart entre ce que les chiffres annonçaient et ce que la réalité montre désormais révèle une rupture silencieuse mais déterminante. Comment expliquer qu'un État si souvent sous-estimé ait pu franchir ce seuil, porté par l'élan d'Ibrahim Traoré et par une vision qui bouscule chaque certitude établie? Une transformation discrète avance, méthodique et irréversible. Ce voyage promet d'exposer non pas un récit idéalisé, mais une démonstration méthodique de ce qui change réellement lorsque la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une mécanique quotidienne. Le bénéfice central tient en une idée simple: comprendre comment un pays enclavé, longtemps décrit comme fragile, parvient à convertir ses limites structurelles en leviers d'action mesurables. Chaque projet, du plus modeste au plus vaste, éclaire une part de cette mutation et montre comment une économie peut se redéployer lorsqu'elle s'appuie d'abord sur ses propres ressources. Dans les villages, dans les villes et dans les institutions, les décisions récentes ont ouvert un espace où la dépendance n'est plus la règle par défaut. Les écoles voient les effets dans la régularité de leurs activités. Les agriculteurs les constatent dans la stabilité de leurs débouchés. Les familles les ressentent dans l'accès aux services essentiels. Cette cohérence nouvelle révèle les enjeux. Un pays qui se relève ralentit rarement et chaque étape débloque la suivante. Suivre ce parcours revient donc à observer comment un modèle se dessine, lentement, mais avec une logique implacable. Plus de 100 villages ont été raccordés en quelques années, et ce chiffre n'est pas présenté comme un exploit isolé, mais comme la première preuve matérielle d'un basculement systémique. Cette progression rapide, inattendue pour un pays longtemps classé parmi les plus pauvres du monde, sert de clé d'entrée pour comprendre ce qui se joue réellement au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, le pays a été décrit comme un espace dépourvu de levier. Pas de littoral pour le commerce, pas de ressources stratégiques en quantité déterminante, une économie vulnérable aux importations et un État soumis aux aléas de l'aide extérieure. Dans ce cadre, chaque rupture semblait improbable. Pourtant, la dynamique récente montre une transformation construite par le bas, où les villages, les artisans, les agriculteurs et les techniciens forment l'ossature d'un modèle entièrement repensé. Le récit commence souvent par la tomate, un produit modeste devenu symbole. Les champs autrefois frappés par le gaspillage ont été reliés à une usine de transformation, donnant au pays une manière de conserver la valeur sur son territoire. Le même mécanisme s'observe dans l'énergie solaire. Des communautés autrefois plongées dans l'obscurité disposent désormais de systèmes autonomes, alimentés par un soleil abondant mais longtemps sous-exploité. Ces exemples, loin d'être décoratifs, forment les premières briques d'une logique cohérente. Produire localement, transformer localement, distribuer localement. La souveraineté n'est plus évoquée dans les discours, mais mesurable dans les infrastructures. Les écoles rallongent leurs horaires grâce à l'électricité. Les cliniques stabilisent leurs services, les marchés régionaux deviennent plus fluides grâce aux routes modernisées. Chaque avancée, même modeste, crée une chaîne de dépendance positive qui renforce la suivante. Cette boîte montre que ce n'est pas un miracle soudain, mais une mécanique cumulative où chaque gain de capacité ouvre la voie à un autre domaine. Ainsi se dessine le fil conducteur. Un pays qui recompose ses fondations avec patience, régularité et une vision qui s'incarne dans des actions concrètes. Dans cette trajectoire qui prend forme, une figure sert de point d'ancrage pour comprendre la cohérence de l'ensemble. Ibrahim Traoré, dont le rôle n'est pas mis en avant comme celui d'un chef charismatique, mais comme celui d'un coordinateur qui pousse chaque secteur à fonctionner avec ses propres forces. Sa présence se lit moins dans les discours que dans la manière dont les priorités se déplacent. D'abord l'alimentation, puis l'énergie, ensuite l'eau, la santé, les routes et enfin les infrastructures numériques. Cette progression donne un fil conducteur clair et permet d'identifier les premiers effets visibles. Dans plusieurs villages proches de Bobo-Dioulasso,
des familles racontent une transformation simple mais décisive. La possibilité de conserver les produits frais une nuit entière, d'étudier après le coucher du soleil ou de maintenir une activité artisanale sans dépendre du générateur du voisin. Ces récits courts montrent comment une décision technique, installer des panneaux solaires, former des électriciens locaux, standardiser des micro-réseaux, devient une amélioration immédiate du quotidien. Un autre cas provient de la filière agricole. Des producteurs de tomates, autrefois contraints d'abandonner une partie de leur récolte, décrivent aujourd'hui une stabilité nouvelle grâce à la chaîne de transformation locale. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il réduit la perte, crée des revenus réguliers et renforce la confiance dans les marchés régionaux. Ces exemples illustrent un point essentiel. Les premières retombées de la souveraineté ne se mesurent pas en grands chantiers, mais en frictions retirées, moins d'heures perdues, moins de trajets inutiles, moins d'incertitudes. En somme, une vie quotidienne qui s'allège et s'organise différemment. C'est ici que se pose la question centrale. Si les gains s'accumulent à ce rythme, jusqu'où peut aller cette mécanique naissante ? L'enchaînement commence par un déclencheur apparemment secondaire. La prise de conscience que laisser pourrir une récolte revient à importer sa propre faiblesse. Ce point de départ, décrit dans les témoignages locaux, provoque une réorientation nette. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État décide qu'aucun secteur ne doit continuer à fonctionner selon une logique de perte structurelle. L'objectif devient alors simple et direct. Transformer chaque maillon vulnérable en capacité reproductible. Cette bascule presque méthodique constitue l'étape d'activation. La première scène forte surgit avec l'usine de transformation de tomates. Elle n'est pas annoncée comme un grand chantier national, mais comme un correcteur d'asymétrie. Les agriculteurs apportent ce qu'ils avaient l'habitude d'abandonner. Les employés locaux apprennent à calibrer, trier, chauffer, conserver. Les camions circulent plus régulièrement. Les marchés de proximité retrouvent une stabilité. Ce mouvement enclenche un élan qui dépasse largement la simple production alimentaire. Il montre que le pays peut retenir la valeur au lieu de la laisser partir. Ce moment constitue la montée vers le premier point de tension. Le deuxième axe surgit avec la lumière. Dans de nombreux villages, l'installation des systèmes solaires modifie instantanément la cadence quotidienne. Les écoles prolongent leurs cours, les ateliers d'artisans restent ouverts après le crépuscule, les cliniques abandonnent la lampe à huile. La rupture est brutale dans son effet pratique. On ne dépend plus d'une source extérieure ni d'un générateur limité. L'énergie se stabilise, s'organise et s'étend. La transformation gagne en amplitude et cette fois, l'impact touche simultanément l'éducation, la santé et l'économie locale. C'est le cœur du segment ascendant, là où les signaux se renforcent mutuellement. La route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, introduit ensuite la portion de haut de courbe. Elle réduit les temps de trajet, elle diminue les intermédiaires, elle fluidifie les échanges, les producteurs voient leurs marchandises circuler sans rupture répétée. Les commerçants réévaluent leurs marges, les familles se déplacent plus facilement, les camions ne s'enlisent plus dans des tronçons dégradés. En reliant l'intérieur du pays à l'océan, cette infrastructure réorganise tout l'écosystème logistique. C'est la tension maximale, la structure même du pays change de rythme. Puis vient la lumière politique de Yellen. Le chiffre, plus de 150 villages connectés, apparaît comme une preuve irréfutable. La souveraineté énergétique cesse d'être une idée abstraite. Les ingénieurs locaux montent les panneaux. Les apprentis deviennent techniciens. Les équipes circulent, entretiennent, corrigent, le réseau s'étend. Les femmes conservent les denrées périssables. Les élèves lisent sous des ampoules fiables. Les cliniques sauvent des vaccins qui auparavant se perdaient faute de froid. La séquence atteint alors une cohérence totale. Viennent ensuite les répercussions. Ziga 2 renforce l'approvisionnement en eau. Les hôpitaux régionaux se stabilisent grâce à l'électricité fiable. Les logements sociaux de Faso Mayo intègrent directement l'ensemble des services. Les utilisateurs d'applications publiques gèrent leurs documents sans se déplacer. Le tout crée un mouvement de fond. L'État devient fonctionnel par accumulation de micro-améliorations. La charge quotidienne baisse. Les attentes augmentent. La confiance revient. Et la dynamique, désormais lancée, semble difficile à inverser. Le point de départ est clair. Avant,
moins de 30% des zones rurales avaient accès à une source d'énergie stable et aujourd'hui, plus de 150 villages disposent d'un système solaire opérationnel. Ce passage du manque à la disponibilité constitue le premier delta mesurable. Ce changement, obtenu en quelques années, illustre comment une politique énergétique cohérente réorganise des milliers de vies quotidiennes. L'écart est concret et modifie directement les usages dans les villages isolés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette transition devient un levier de stabilité économique et sociale. Le deuxième indicateur concerne l'eau, ressource stratégique dans le Sahel. Avant la mise en service de Ziga 2, une grande partie de la population urbaine dépendait de réseaux intermittents incapables de couvrir les besoins en période sèche. Aujourd'hui, plus de 600 000 personnes ont accès à une eau propre grâce au renforcement du système urbain. Ce chiffre traduit une amélioration immédiate de la santé publique. L'accès constant réduit les maladies hydriques et stabilise les activités domestiques essentielles. En parallèle, l'eau soutient désormais les écoles, les cliniques et les petites industries locales. Troisième repère, la transformation économique liée à la production locale. L'usine de tomates, érigée pour contrer la dépendance aux importations, a permis l'intégration de plus de 150 travailleurs dans un circuit organisé et productif. L'impact apparaît double. D'un côté, la réduction du gaspillage agricole. De l'autre, l'ancrage local de la valeur ajoutée. Cette consolidation renforce la sécurité des revenus agricoles et stabilise les marchés régionaux. C'est un exemple clair où une structure technique simple induit une transformation durable. Ces trois nombres ne servent pas seulement d'illustration. Ils composent la charpente d'une mécanique où chaque secteur alimente le suivant. L'énergie permet le fonctionnement des cliniques, des écoles et des ateliers. L'eau soutient les zones urbaines et libère du temps pour d'autres activités productives. La transformation agroalimentaire absorbe plus efficacement les récoltes, réduisant la volatilité des revenus. Chacun de ces domaines, lorsqu'il se renforce, produit un effet multiplicateur sur les autres. Cette logique de complémentarité crée un cadre où la souveraineté n'est plus une notion symbolique. Elle devient un système de flux. Flux d'électricité, flux d'eau, flux de produits agricoles, flux financiers locaux, flux d'informations gérés sur des serveurs nationaux. Chaque flux réduit la vulnérabilité précédente. Chaque amélioration abaisse les coûts implicites du quotidien. La somme de ces dynamiques fabrique une stabilité nouvelle. L'un des éléments les plus importants tient au fait que toutes ces évolutions s'appuient sur des compétences locales. Les techniciens formés pour Yelen apprennent à maintenir les installations. Les ingénieurs du projet d'eau consolident les infrastructures. Les employés des centres de données gèrent les services publics numérisés. Les producteurs agricoles relient désormais leurs récoltes à des circuits qui ne les pénalisent plus. La trajectoire quantitative montre donc une chose simple. Dès que la dépendance diminue, la capacité productive augmente. Le delta n'est pas théorique. Il se mesure en heures gagnées, en litres d'eau accessibles, en kilowattheures produits localement, en revenus stabilisés. Et chaque indicateur pris isolément devient un morceau visible d'une transformation plus large, cohérente et cumulative. Deux visions s'opposent lorsqu'on analyse la transformation actuelle du Burkina Faso. La première soutient que les avancées observées, routes, eau, énergie, agriculture, santé, numérisation, pourraient difficilement s'inscrire dans la durée sans un soutien extérieur massif. Selon cette perspective, un pays enclavé, soumis à des contraintes historiques fortes, ne peut pas maintenir une croissance structurelle sans capitaux étrangers, ni garantir la résilience de ses infrastructures face aux chocs futurs. Cette position met en avant la fragilité économique d'origine et la faiblesse des filets de sécurité. La seconde vision adopte un angle plus prudent. Elle reconnaît les progrès visibles, mais affirme qu'ils restent dépendants de conditions politiques stables et d'une organisation administrative suffisamment solide pour éviter une surcharge des institutions naissantes. Pour ces observateurs, les projets d'envergure, qu'il s'agisse de Ziga 2, du réseau Yelen, du système d'eau urbain ou de la numérisation des services publics, exigent une capacité de maintenance continue. Sans cela, les gains risquent de se fragmenter et de perdre leur cohérence dans le temps. L'argument central repose sur l'idée qu'un pays peut réussir à construire, mais échouer à maintenir. Face à ces deux positions, la réponse issue des faits du terrain se révèle plus nuancée.
Les infrastructures mises en place ne sont pas dépendantes d'opérateurs étrangers. Elles fonctionnent grâce à des équipes locales formées spécifiquement pour ces projets. L'électricité de Yelen est installée et entretenue par des ingénieurs burkinabés. Le barrage de Ziga 2 est conçu comme un système autonome alimenté par une énergie solaire déjà généralisée dans d'autres régions. Les centres de données du projet numérique sont gérés par des techniciens locaux. Les routes régionales fluidifient les échanges sans intermédiaires extérieurs. Et la production agroalimentaire n'est plus soumise au cycle des importations réversibles. L'argument décisif tient dans la manière dont ces initiatives sont articulées. Elles ne forment pas des blocs isolés, mais une chaîne où chaque maillon réduit la vulnérabilité du suivant. Ce modèle ne promet pas l'absence de risque. Il montre simplement que la capacité d'action locale augmente lorsque la dépendance diminue. Les limites existent, mais elles ne contredisent pas la dynamique en cours. Elles en définissent plutôt le terrain d'amélioration future. La bascule devient visible. Ce point médian marque le moment où les initiatives, jusque-là perçues comme indépendantes, s'emboîtent soudain pour former un système complet. On ne parle plus d'une usine de tomates, d'un barrage, d'une route ou d'un réseau solaire isolé. On parle d'un pays qui commence pour la première fois à fonctionner selon ses propres règles, et cette articulation inattendue révèle la cohérence stratégique installée sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Un détail souvent ignoré confirme ce changement. Les services publics numérisés, récemment renforcés, n'auraient jamais pu fonctionner sans l'électricité stabilisée fournie par Yelen. De même, les centres de santé n'auraient pas pu se moderniser sans l'eau garantie par Ziga 2. Les marchés régionaux n'auraient pas retrouvé leur rythme sans la route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire. Chaque chantier semble avoir été posé pour en débloquer un autre, comme si l'ensemble avait été conçu pour converger vers ce moment précis. Ce point médian, discrètement, montre que la souveraineté n'avance pas par symbole, mais par interconnexion qui s'additionnent. Et c'est ici que se dessine la question suivante. Que devient un pays lorsqu'il possède enfin la capacité de se structurer sans attendre la permission d'autrui? Les effets concrets de cette transformation apparaissent avec une netteté nouvelle lorsque l'on observe les 4 espaces où le quotidien se joue réellement. Les ménages, les entreprises, les services publics et les régions rurales. Chacun de ces domaines reçoit une part spécifique de la dynamique, et l'ensemble compose une carte des conséquences tangibles. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme un changement théorique, mais comme une suite de modifications perceptibles dans les habitudes, les rythmes et les possibilités réelles de la population. À propos de ménages, la première retombée touche directement les foyers. L'arrivée d'une électricité stable dans les villages modifie l'organisation familiale, les enfants étudient plus régulièrement, les repas se préparent avec moins de contraintes et la nuit cesse d'être une limite structurelle. Les familles économisent du temps, autrefois gaspillé en trajets répétés pour trouver de l'eau, grâce aux améliorations urbaines et aux services renforcés par Ziga 2. De plus, la numérisation des documents administratifs simplifie des démarches qui demandaient auparavant des heures d'attente. La conséquence principale est un gain de stabilité. Moins d'incertitudes, moins de pertes, plus de prévisibilité dans la vie quotidienne. À propos d'entreprises locales, les petites et moyennes activités profitent d'une fluidité nouvelle. Avec la route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, les temps de transport diminuent, ce qui permet aux commerçants de réduire leurs coûts logistiques. Les ateliers artisanaux prolongent leurs horaires grâce à la lumière de Yelen, augmentant leur production sans investissement lourd. Les transformateurs agricoles disposent d'une matière première plus régulière depuis la réorganisation des filières. Les prêts locaux de Birkin Bank créent une dynamique à faible dépendance extérieure. Le résultat le plus visible est la montée progressive d'un tissu économique autonome où chaque acteur gagne en marge de manœuvre et en capacité de planification. À propos de administration et services publics, les institutions changent de posture. Les hôpitaux régionaux, alimentés par une énergie stable, assurent désormais des interventions sans interruption technique. Les bases de données de santé, d'éducation et de finances sont hébergées dans les centres de données locaux, réduisant la vulnérabilité numérique. Les bureaux d'état civil numérisés accélèrent les procédures.
Cette modernisation n'a pas seulement amélioré l'efficacité, elle a restauré la confiance envers des services souvent perçus comme lents ou distants. L'État devient un acteur visible, non plus par ses ordres, mais par sa capacité à fournir. À propos de régions rurales et économie pastorale, la campagne bénéficie d'une transformation profonde. Les équipes vétérinaires mobiles réduisent la mortalité du bétail. Les infrastructures d'eau renforcent la résilience des villages agricoles. Les routes permettent aux produits locaux d'atteindre les marchés plus rapidement. La chaîne d'approvisionnement pour le lait, la viande et les peaux crée de nouveaux débouchés. Ce renforcement du secteur pastoral donne aux familles rurales une stabilité économique qui manquait depuis longtemps. Ici, la souveraineté se traduit par un contrôle accru des ressources essentielles, l'eau, le bétail, les récoltes, les déplacements. Dans ces 4 espaces, les effets convergent vers un même résultat, un pays qui gagne en capacité réelle et en continuité d'action. Les limites n'ont pas disparu, mais les fondations sont devenues plus solides. Et pour la première fois depuis longtemps, les trajectoires individuelles s'alignent avec l'évolution nationale. Les 6 à 12 prochains mois constituent une zone décisive où 3 trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles révèlent plutôt les directions plausibles selon la manière dont les capacités actuelles seront consolidées, amplifiées ou fragilisées. Dans une période où plusieurs infrastructures viennent d'être achevées, eau, énergie, routes, santé, numérisation, la question n'est plus de savoir si une dynamique existe, mais jusqu'où elle peut être maintenue. Scénario de base, consolidation progressive. Dans ce scénario, les projets déjà opérationnels continuent de fonctionner avec une maintenance régulière. Les techniciens formés pour Yellen stabilisent les réseaux solaires. Les équipes du secteur de l'eau renforcent la distribution urbaine. Les services publics numérisés absorbent un nombre croissant d'utilisateurs. La route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, fluidifie durablement les échanges. Les effets seraient visibles dans l'amélioration continue du quotidien. Moins de ruptures d'eau, moins de coupures d'électricité, une circulation plus stable, des démarches administratives plus rapides. La souveraineté avance par continuité plutôt que par rupture. Scénario optimiste, accélération intersectorielle. Ici, les infrastructures ne se contentent pas de tenir. Elles déclenchent des effets multiplicateurs. Les centres de santé pourraient accroître leurs services grâce à une énergie complètement stabilisée. Les chaînes agroalimentaires, déjà renforcées, pourraient intégrer de nouveaux produits transformés localement. Les données administratives centralisées faciliteraient la planification nationale. Les zones rurales bénéficieraient d'une expansion des équipes vétérinaires et d'une meilleure connexion au marché. Ce scénario repose sur une logique simple. Quand plusieurs systèmes atteignent la maturité en même temps, ils génèrent une accélération collective. Scénario contraint, pression logistique et saturation institutionnelle. Dans cette hypothèse, les infrastructures fonctionnent mais subissent des tensions, surcharge des centres de données, demande trop rapide sur le réseau hydraulique, montée des besoins en maintenance énergétique, pression accrue sur les routes régionales. Rien ne s'effondre, mais les services ralentissent. Les effets seraient visibles. Délais plus longs, micropannes, révisions fréquentes, perte d'efficacité. Cette trajectoire ne remettrait pas en cause les avancées, mais imposerait des ajustements plus rapides que prévu. Une recommandation de lecture, le cadre si, alors. Si l'énergie reste stable, alors la modernisation numérique peut absorber plus d'usagers. Si l'eau demeure accessible, alors les villes peuvent soutenir de nouveaux services. Si les routes gardent leur fluidité, alors les marchés régionaux peuvent doubler leur capacité. Si les secteurs avancent à la même vitesse, alors le pays peut franchir un seuil structurel. Les changements observés au Burkina Faso ne restent pas confinés aux institutions ou aux grands projets. Ils rejoignent directement le terrain où chacun vit, travaille et imagine son avenir. 3 groupes en particulier ressentent cette transformation avec une intensité différente. Les familles, les travailleurs et les jeunes en transition vers de nouvelles compétences. Dans chacun de ces espaces, les effets ne se mesurent pas seulement en infrastructure, mais en perception, en possibilités et en marge nouvelle d'action. Pour les familles, l'accès plus stable à l'eau et à l'électricité redéfinit la gestion du quotidien.
Le temps consacré autrefois à des tâches répétitives, chercher de l'eau, trouver une source de lumière, se déplacer pour des démarches administratives, diminue fortement. Ce gain d'heure crée une respiration nouvelle. Les parents peuvent consacrer plus de temps aux activités productives ou à l'accompagnement scolaire, et les enfants disposent d'un environnement plus propice à l'apprentissage. Pour les travailleurs, la présence de routes fonctionnelles, d'outils numériques et de services publics fluidifiés ouvre des opportunités inédites. Les artisans prolongent leurs horaires, les commerçants réduisent leurs pertes, les agriculteurs trouvent des débouchés plus fiables, le travail cesse peu à peu d'être soumis aux mêmes contraintes qu'auparavant, et la planification gagne en précision. Quant aux jeunes, la modernisation numérique crée un espace intermédiaire où de nouvelles compétences deviennent utiles. Gestion des données, maintenance des installations solaires, administration de plateformes locales, logistique améliorée. Cette évolution ne remplace pas les savoir-faire traditionnels, elle les complète et offre des chemins nouveaux pour participer au développement national. Dans ce contexte, 2 gestes simples peuvent renforcer la dynamique: valoriser les initiatives locales, même modestes, et encourager l'apprentissage continu. Ces actions, à l'échelle individuelle, accompagnent l'élan collectif déjà en cours. Pour comprendre comment la dynamique actuelle peut se consolider, il est utile d'esquisser une feuille de route pragmatique fondée sur les mécanismes déjà en place. Cette trajectoire ne propose pas de rupture spectaculaire, mais une progression méthodique qui s'appuie sur les capacités locales renforcées ces dernières années. Sous la direction stratégique d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de construire, mais de maintenir, étendre et mesurer. À propos de stabiliser les infrastructures essentielles, qui, technicien Yellen, équipes hydrauliques régionales. Quoi? Renforcer la maintenance préventive. Quand? Cycle trimestriel. Mesure, réduction des micro-coupures et continuité de pression hydraulique. À propos de étendre les chaînes de valeur locales, qui? Coopératives agricoles, unités de transformation. Quoi? Intégrer de nouveaux produits, légumes, céréales, lait. Quand? 6-12 mois. Mesure, hausse du volume transformé localement et stabilité des revenus producteurs. À propos d'accélérer la numérisation publique, qui? Équipe du projet digital, agents administratifs. Quoi? Généraliser l'enregistrement civil, les certificats et rendez-vous en ligne. Quand? Mise à l'échelle progressive. Mesure, diminution des files d'attente et temps moyen de traitement. À propos de consolider la mobilité économique, qui? Autorités régionales, logisticiens privés. Quoi? Améliorer les axes secondaires connectés à la route Bobo-Côte d'Ivoire. Quand? Chantier étalé. Mesure, fluidité des échanges et réduction des coûts de transport ruraux. À propos de renforcer les compétences nationales, qui? Centre de formation, école technique. Quoi? Former davantage de techniciens, énergie aux données. Quand? Chaque année académique. Mesure, nombre de diplômés intégrés dans les projets nationaux. Cette feuille de route montre qu'un modèle souverain se consolide moins par de grands gestes que par un maillage continu d'actions mesurables et coordonnées. Quand on revient au premier essai évoqué plus tôt, celui des familles éclairant leur soirée grâce à l'énergie solaire, celui des producteurs retrouvant une stabilité nouvelle, celui des artisans prolongeant leur activité, on comprend que ces scènes ne sont pas des anecdotes, mais les fragments d'un motif commun. Tout part de gestes simples, répétés, ancrés dans le terrain, comme ceux des techniciens et des agriculteurs observés autour de Bobo Dioulasso. Ce sont ces gestes-là que l'on retrouve aujourd'hui au cœur de la transformation, comme un fil qui relie chaque avancée à la suivante. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces actions quotidiennes ont pris une dimension plus vaste. Elles racontent un pays qui se reconstruit en s'appuyant sur les mains de ceux qui y vivent. Rien n'est spectaculaire, mais tout est déterminant. Que ce soit la lumière de Yellen, les réseaux d'eau stabilisés, les routes qui structurent un nouveau rythme ou les outils numériques qui simplifient la vie publique, chaque élément rappelle que la souveraineté se tisse par couches successives. Ce parcours n'appartient pas seulement aux institutions ou aux chantiers déjà visibles. Il appartient aussi à ceux qui observent, questionnent et cherchent à comprendre comment une nation peut se redéfinir à partir de ses propres forces. Chaque avancée, même discrète, gagne en portée lorsqu'elle est relayée, discutée et mise en perspective.
Partager ces histoires, c'est participer à leur continuité. Les examiner, c'est contribuer à leur maturité. Pour ceux qui suivent de près les transformations du Burkina Faso, un geste simple peut nourrir l'élan collectif. Encourager la diffusion de ces récits pour qu'ils ne restent pas confinés à un territoire, mais deviennent des points de référence dans un débat plus large sur la souveraineté et l'action locale. Plus le regard est attentif, plus les dynamiques se renforcent.